russe. Volodymyr Zelensky, lui, explique cette situation difficile en ce moment pour l'armée ukrainienne par une supériorité des forces armées russes dans le Donbass, supériorité d'hommes responsable, dit-il, d'un véritable déluge de feu, mais une armée qui essuie de lourdes pertes matérielles. Les chiffres, ils donnent le vertige. Moscou aurait perdu un quart de ses chars disponibles depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. On va vous dire tout dans un instant et on va se poser une question cet après-midi. Est-ce que ce conflit en Ukraine marque la fin des hélicoptères? Les Russes en ont perdu beaucoup, Catherine. On a l'impression que ce sont un peu des colosses aux ailes d'argile, ces hélicoptères. Regardez ces estimations, les Russes. Ils auraient perdu 43 engins depuis le début du conflit, 7 hélicoptères du côté ukrainien. Notons que ce sont les estimations d'un site indépendant, Oryx, qui se base sur des images, des vidéos venues du champ de bataille, des vidéos de destruction. Alors on peut imaginer que les pertes réelles sont bien supérieures. Évidemment, toutes les destructions n'ont pas été documentées. En tout cas, selon les experts, 43 hélicoptères détruits, c'est beaucoup. Il y a notamment un hélicoptère qui serait particulièrement vulnérable. Ça s'appelle le Kamov 52. C'est un hélicoptère d'attaque qui est de conception russe. 14 auraient été détruits depuis le début du conflit en raison notamment d'un système de défense défaillant. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, oui. Mais grosso modo, quand un hélicoptère de ce type est visé par un missile, il détecte normalement la source de chaleur et pour détourner le missile, il tire une sorte de feu d'artifice. Eh bien, vraisemblablement, ce système ne se déclenche pas et on arrive donc à des pertes très importantes sur le terrain. Ces hélicoptères Kamov 52 seraient notamment très vulnérables aux tirs, vous savez, aux missiles anti-aériens qui sont tirés à l'épaule, aux missiles aussi, aux radars anti-aériens qui sont capables de tirer à plus de 70 mètres. Il y a en tout cas des conséquences très importantes sur le terrain concernant ces hélicoptères. Alors en tout cas, Catherine, ce qui fait dire à certains qu'il ne faut plus investir dans cet hélicoptère. Oui, avec vraiment des conséquences très concrètes pour les Russes, puisque par exemple, les Indiens qui avaient prévu de les commander, ces hélicoptères qui étaient présentés par les Russes comme l'aigle du ciel, des hélicoptères ultra performants, ils ont décidé d'annuler leur commande. La Chine aussi était intéressée, elle est en train de changer d'avis. En tout cas, il y a une réflexion qui est en marche sur ces fameux hélicoptères. Et il y a aussi une question, il y a leur fabrication, leur conception, mais également leur utilisation qui pose question de la part des Russes. Normalement, ces hélicoptères, ils viennent en appui des forces au sol. Par exemple, il y a des soldats au sol qui disent « Venez, viens l'hélicoptère pour justement tirer sur une position ». Mais là, visiblement, il n'y a pas une bonne coordination entre les airs et la terre. Les hélicoptères, ils survolent la zone, ils se promènent et donc ils sont vulnérables aux tirs des Ukrainiens. En tout cas, si on fait un bilan des pertes, regardez, elles sont plus importante en proportion du côté russe, plus importante du côté russe avec 4000 engins militaires qui auraient été détruits, 400 tanks par exemple, 700 tanks par exemple contre 177 pour les Ukrainiens, mais il faut quand même le dire, il y a beaucoup plus de renforts et de réserves du côté des Russes. Merci Catherine pour ce point très complet. Le conflit en Ukraine va-t-il sonner le glas donc de l'hélicoptère ou est-ce qu'on part un peu vite en besogne en écrivant comme certains experts, cette affirmation, on vient de constater avec vous l'ampleur de perte de côté de ces appareils côté russe est assez affriolant. Est-ce que les Russes les utilisent mal? Quelles sont leurs erreurs à ces Russes? On va le voir dans un instant, le temps de retrouver David Verhaeghe et Quentin Danjou près de Kharkiv, à côté justement de l'épave d'un hélicoptère. Oui, nous sommes à peu près à une dizaine de kilomètres des derniers faubourgs de Kharkiv, à l'est de la ville, une zone qui a été occupée jusqu'à il y a peu de temps encore par les Russes, dans le village de Biezkvitna. Et quand on arrive dans ce village, dans un champ, au détour d'un champ, on tombe sur une scène de guerre, en tout cas sur ce qu'il en reste. Vous pouvez distinguer un petit peu le haut de l'appareil, en tout cas ce qui reste des rotors. Vous voyez ici complètement calciné. Et puis cet hélicoptère qui s'est écrasé ici, eh bien, il s'étend tout du long de ce champ sur une trentaine de mètres. Vous voyez
là, c'est totalement carbonisé. C'est assez difficile de voir des éléments, de reconnaître certains éléments. Et puis, je vais laisser Quentin avancer un tout petit peu pour vous montrer, voilà, à l'autre bout ici, on peut distinguer une partie du moteur et puis un bout également de la carlingue, de la carcasse de l'appareil qu'il reste. Alors, il y avait beaucoup plus de cet appareil avant, il était beaucoup plus étalé, mais il en reste assez peu aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les gens ici viennent récupérer des pièces, une sorte de trophée de guerre, hein, si l'on peut dire, un souvenir de leur bataille contre les Russes. Et puis, je voulais également vous montrer autre chose juste en face de cette hélicoptère écrasé. Regardez, vous voyez ce trou, ce sont des trous causés par des obus de mortier qui ont été tirés depuis les positions russes qui étaient assez proches. On va avancer un tout petit peu. Je vais juste vous en montrer un deuxième. Alors, on ne peut pas tous vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup dans ce champ, mais voilà, un deuxième pour vous montrer à quel point ici la bataille a fait rage à un moment, même si aujourd'hui les dernières traces semblent disparaître. Ce village, il a été occupé dès les premiers jours de l'invasion russe. Les Russes qui étaient derrière, ils avaient installé sur la route des mines et donc ils interdisaient à l'aide humanitaire de parvenir jusqu'ici. Aujourd'hui, ce village s'est libéré depuis fin mars à peu près. Il commence à tourner la page avec toujours tout de même quelques souvenirs. Général Marie, qu'est-ce qui explique ces pertes d'hélicoptères russes en Ukraine ? Comment on emploie parfaitement un hélico ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionne avec un hélicoptère ? En fait, les pertes que l'on voit, c'est un hélicoptère d'attaque. Donc, ce sont ceux qui sont le plus exposés. Et donc, c'est à peu près normal qu'il y ait de la casse. Les Soviétiques avaient perdu 333 hélicoptères en Afghanistan, dès que les Stinger américains sont arrivés sur le théâtre afghan. Donc, l'hélicoptère est par définition vulnérable. Donc, en général, lorsqu'il mène un combat, il se positionne de telle façon qu'il ait des masques, qu'il protège et qu'il intervienne d'une façon furtive. Dès l'instant où il vole en plein ciel, c'est extrêmement dangereux. Et je crois qu'aucun hélicoptère dans le monde, s'il vole en plein ciel, n'est pas en danger. Donc, si le système de brouillage ne fonctionne pas, ça c'est quelque chose d'assez étonnant, mais un système de brouillage ne vous permettra pas d'échapper à un tir direct d'obus. Donc, l'hélicoptère, par définition, est vulnérable. C'est pour ça qu'on l'a blindé. Lorsqu'on avait engagé nos gazelles dans la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, on s'était vite rendu compte que c'était un hélicoptère extrêmement dangereux. On avait blindé les sièges des pilotes. Il est comment le Gazelle ? Le Gazelle, c'est un hélicoptère qu'on a quasi abandonné pour ce genre de mission. Mais c'était un hélicoptère qui faisait du combat anti-char, qui tirait des missiles hautes à 4000 mètres et qui, dès qu'on l'a engagé dans une vraie guerre, a montré ses limites. Donc, un hélicoptère, maintenant, sur le champ de bataille, doit être blindé. Il doit avoir un système anti-missile efficace. Et ensuite, il faut l'engager d'une manière parcimonieuse sur le champ de bataille. Maintenant, si les Russes l'utilisent de cette manière-là, les pertes, à mon sens, ne sont pas excessives pour une guerre de haute intensité. Je pense que les Américains auraient des pertes similaires s'ils engageaient un combat de cette nature. Donc c'est le combat de haute intensité qui génère des pertes de haute intensité. C'est ce qu'il faut comprendre. Le combat de haute intensité, donc ça sonne pas la gla de l'hélicoptère là sur un terrain de guerre, Thomas Friand. Non mais vous avez raison de pointer ça. En général, la notion de haute intensité, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue pour nous les Français en particulier, mais c'est vrai pour toutes les armées occidentales. Vu les investissements qui ont été faits en matière de défense, on a la haute intensité, ça veut dire que vous êtes capable de tenir sur plusieurs mois, voire plusieurs années, des confrontations de mêlées telles que celles dont on voit les images, avec en effet des pertes matérielles et humaines qui sont très lourdes. Vous avez donné le chiffre tout à l'heure qui fait jamais plaisir aux Russes, qui explique qu'ils ont perdu grosso modo 25% de leur équipement hors service ou détruit. Et au niveau des hélicoptères, Catherine le disait, 43 hélicoptères quand l'armée ukrainienne en a perdu 7. Voilà, et en effet, c'est l'armée russe qui est à l'offensive, donc puisque c'est elle qui s'expose le plus en prenant des positions agressives, elle a normalement des pertes qui sont plus disproportionnées. Mais ce qui est intéressant là, c'est si on prend du recul par rapport aux images du show du terrain, c'est le fait que nous ne sommes pas co-belligérants, nous, Français, de ce type de conflit, mais on a intérêt à tirer des leçons de politique de défense pour nos armées, du risque de voir les conflits de haute intensité redevenir, dans une période d'une décennie, une norme militaire à laquelle il faut qu'on se reprépare en ayant, comme l'ont fait les Ukrainiens d'ailleurs, à partir de 2014, des équipements, des entraînements,
qui sont importants, et je crois que ça a été même soulevé au Parlement avant les élections législatives, et que ça fera l'objet de tout un travail pour la prochaine majorité. C'est vrai pour la France, mais c'est vrai pour tout un tas d'autres pays. L'Allemagne, qui vient de débloquer 100 milliards pour son budget de défense, est absolument extraordinaire. C'est précisément parce que ce type de conflit, qui était le souvenir de la guerre du Golfe, était une réalité qui ne s'est pas effacée et qui maintenant revient sur le champ européen qu'on avait perdu de vue. Même si Olaf Scholz freine un peu, hein, il a en tête notamment la dette qui suit le Covid. Il ne voudrait pas un endettement commun qui soit encore plus fort, le chancelier allemand. Il y a plusieurs choses, vous avez raison sur Même le fait s'il dit que... aujourd'hui, au Forum économique mondial de Davos, que Poutine ne peut pas gagner la guerre. Bon. Alors, là-dedans, il y a 3 choses. La première chose, Olaf Scholz, comme tous les sociodémocrates allemands, est vigilant pour le budget de l'Allemagne. Il a parfaitement raison, mais ça se fait dans un contexte où il est dans une majorité composite, dans lesquelles les Verts en particulier, qui sont une composante essentielle de sa majorité, sont extrêmement prudents sur la situation et n'ont pas du tout envie de laisser l'Allemagne passer à côté d'un tournant historique qui est important pour l'Union européenne, en matière de défense notamment, et qui est assez congruent avec l'approche française de l'autonomie stratégique. Et troisième élément, c'est que l'Allemagne a quand même conscience du fait que le prix de la guerre que payent les Ukrainiens, c'est aussi un prix que toute l'Europe va devoir payer, et que si on n'investit pas dans notre défense, dans notre capacité à réagir à l'agression de Poutine, d'une manière ou d'une autre, ça ne s'arrêtera jamais. Donc c'est comme ce que le président Biden a dit quand il a demandé ses 40 milliards au Congrès, c'est on investit dans la lutte contre l'inflation, les risques, les débordements, etc. Il y a vraiment un sujet de changement de position dans un contexte où, par ailleurs, l'Union européenne a continué de suspendre la règle des 3%, sans opposition de l'Allemagne. Alors, encore une image qui montre l'illustration peut-être parfaite, vous allez nous la décrypter ensemble, d'une mauvaise utilisation peut-être des hélicoptères. Regardez ces images qui nous avaient été fournies par l'armée ukrainienne. On était le 5 mars, on était quasiment à quelques jours du début de l'invasion russe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces images, Général Maril? Donc on ne sait pas où ça se trouve, hein. L'armée ukrainienne n'a pas communiqué sur le lieu, mais quand vous voyez ça, cet hélicoptère qui arrive et qui finit dans un panache de fumée. C'est malheureusement la guerre, c'est-à-dire dès l'instant où votre véhicule, qu'il soit terrestre ou aérien, est touché, c'est la boule de feu. Et avec tout le carburant qu'il y a, les munitions, il n'y a pas de survie possible pour les équipages. Ah oui, c'est la réalité froide de la guerre. Oui. Catherine André, Catherine Gentil, pardon. C'est vrai qu'on parle de nombreux avions perdus. On se souvient que dans d'autres guerres aussi, je regardais les chiffres aussi, il y a eu 1300 hélicoptères pendant la guerre du Vietnam qui ont été perdus. Donc finalement, cette question, quand on dit est-ce que c'est la fin de ce type d'armement, on n'y est peut-être pas encore en fait. Non, on n'y est pas encore là. Il faut se souvenir qu'à l'origine, l'hélicoptère était surtout conçu et utilisé pour servir d'ambulance volante. Donc on voit effectivement le chemin parcouru, parce que maintenant ce sont vraiment des armes à part entière. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, alors on a dit aussi que les Russes très souvent ne volaient pas à la bonne altitude et qu'effectivement ils étaient trop hauts et donc repérables très facilement. Mais ce qui est sûr, c'est que la guerre en Ukraine aujourd'hui, d'une manière un peu cynique, mais c'est vraiment un laboratoire d'armement pour toute la planète. C'est-à-dire que tout le monde va effectivement se repositionner, notamment avec toutes les commandes qui sont en train d'être faites quasiment ourbi et torbi, au moins dans le camp occidental, mais Catherine André en parlait aussi du point de vue chinois, c'est-à-dire que les commandes et la restructuration des armées qui est en cours un peu partout va se faire à la lecture de ce qui se déroule actuellement effectivement en Ukraine, et on va voir les points de faiblesse et les points de force des armements dans ces combats effectivement de haute intensité. Donc c'est un peu cynique de le dire comme ça, mais c'est sûr que c'est un laboratoire à taille réelle qui va permettre aux armées de par le monde de savoir quels sont les armements dont on a le plus besoin et quels sont ceux qui sont le plus efficaces et ceux qui effectivement atteignent leurs limites. Alors c'est vrai que maintenant il y a des missions de reconnaissance aussi qui peuvent être notamment menées par des drones. Il y a différents types de drones. On a parlé souvent des drones turcs Bayraktar utilisés par les Ukrainiens, mais eux ils ne peuvent emporter beaucoup moins de missiles, par exemple, que d'autres types d'armements. Oui, tout à fait. Quels sont les atouts et les faiblesses de ce type de drone, justement ? Le drone a d'abord un grand avantage, c'est qu'il ne met pas en danger un pilote. Donc ça, c'est un avantage immense. Deuxièmement, les drones sont capables de tenir l'air de plus en plus longtemps, ce qui permet d'avoir une surveillance du champ de bataille, et à partir de la surveillance du champ de bataille, détenir des renseignements qui vous permettent de détruire des objectifs très précis. Et quand vous combinez le renseignement et des drones d'attaque, destructeurs,
vous obtenez des résultats sur le terrain qui sont conséquents. Donc c'est vraiment une voie d'avenir, et une voie d'avenir qui permet effectivement d'économiser les vies humaines. Donc c'est extrêmement important. Et pour compléter ce que disait monsieur, le général Burkhardt, qui est le chef d'état-major des armées, quand il était chef de l'armée de terre, chef d'état-major de l'armée de terre, avait engagé le processus du combat de haute intensité dans les entraînements d'état-major et aussi dans les mentalités. Le retour à la rusticité et à l'idée que la guerre se fait dans le sang. Et donc, tout conflit de haute intensité, ça se traduira par des pertes. Et pour pouvoir supporter les pertes, ça se prépare à l'entraînement. Il y a un vieil adage qui dit « entraînement difficile, guerre facile ». C'est un peu succinct comme raisonnement, mais c'est très important que les armées occidentales reprennent dans leurs schémas mentaux que la guerre, et la guerre à haute intensité, c'est une guerre dure. C'est une guerre qui entraîne des pertes. Alors, les Occidentaux, on a tendance à la contourner d'une certaine manière, qu'on oublie aussi un peu. Quand les Américains font la guerre, quand l'OTAN fait la guerre, vous avez des très très longues campagnes aériennes qui sont menées. Et ces très très longues campagnes aériennes se traduisent par des milliers de tonnes d'armement qui sont délivrés sur les pays qui sont attaqués. La première guerre du Golfe, c'est 100 000 missions aériennes qui ont été appliquées sur l'Irak et le Koweït. 100 000. C'est-à-dire que c'est incommensurablement supérieur à ce qu'ont fait les Russes jusqu'à présent. Lorsqu'il y a eu la guerre pour le Kosovo, vous avez eu 38 000 sorties aériennes pendant 71 jours de l'OTAN contre la Serbie. Et nous, on a tendance à regarder la guerre quand elle est terrestre. Mais la guerre, elle commence au premier bombardement. Donc, quand les Américains, l'OTAN rentrent en guerre, vous avez des longues préparations aériennes qui aboutissent à des destructions très, très importantes. Si on regarde l'état de l'Irak aujourd'hui, on voit bien que les destructions ont été énormes. Par exemple, la bataille de Falloujah, les 2 batailles de Falloujah, vous aviez 50 000 bâtiments qui constituaient la ville de Falloujah. Ouais. Vous en avez 10 000 qui ont été détruits et 25 000 très gravement endommagés. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un cas de figure qui ressemble à ce qui se passe en Ukraine. Donc, cette façon de faire la guerre est obligée dès l'instant où le combat en localité s'impose. Et le combat en localité s'impose parce que, en fait, 70% de la population vit dans les villes. Donc, au bout d'un moment, vous êtes obligé de rentrer dans cette guerre, que ce soit les Russes ou nous, quand nous la faisons à travers l'OTAN. Il y a une difficulté en ce moment d'approvisionnement de l'armement pour les Ukrainiens. On le voit, les Russes ont leur base arrière pas très loin. Pour les Ukrainiens, ça prend un peu plus de temps. Il y a la formation aussi. Ça aussi, ça peut peser dans la guerre, Thomas Friand. Ça joue énormément, vous avez parfaitement raison. On a vu la crainte de Kiev de voir les chaînes d'approvisionnement depuis la Pologne, notamment brisées par une éventuelle incursion biélorusse qui aurait pu couper les lignes de réapprovisionnement. On sait que la zone, notamment d'Izoum, est critique pour pouvoir distribuer sur les lignes de front du Donbass les différents équipements. Cette notion d'approvisionnement et de chaîne logistique, elle est clé. Elle est aussi clé que la notion que vous avez soulevée tout à l'heure de commandement et de contrôle dans les systèmes de défaillement, les défaillances des hélicoptères que vous avez mentionnés. Vous avez indiqué la mauvaise coordination en fait entre les troupes au sol et les troupes aériennes. Oui. Et ça, c'est une caractéristique qui est évidemment scrutée dans ce laboratoire à ciel ouvert, qui donne aussi des enseignements diplomatiques. Par exemple, le président ukrainien, en dépit du fait que le président turc n'adhère pas tout de suite à l'idée que la Suède et la Finlande puissent adhérer à l'OTAN, se sent pas mal à l'aise vis-à-vis de la Turquie parce que précisément parmi les équipements qui ont été apportés très vite et qui sont déterminants sur le terrain pour ces combats à lui, les drones turcs jouent un rôle majeur. Nos canons César arrivent lentement, je crois qu'il y en a 12 qui sont opérationnels sur les 80 qui avaient été promis. Et donc, bizarrement, alors que le président Macron est en soutien très fort par rapport à Erdogan qui marque des nuances par rapport à l'OTAN, par exemple, le président Zelensky, il fait la différence opérationnellement sur le terrain. Donc, il y a vraiment une diplomatie de l'armement avec, pour les Occidentaux, une absence, en tout cas pour la France. On n'a pas d'industrie du drone d'attaque qui est forte. Et ça va clairement faire partie des leçons qu'on va tirer, comme Catherine Jean le disait tout à l'heure. On a là un laboratoire à ciel ouvert dans lequel on voit que l'industrie de l'armement fait partie pleinement de la diplomatie militaire et dont nous, on va devoir tirer des conséquences pour notre propre industrie. Alors, on va voir